Restez avec nous parce que dans un instant, dans quelques secondes, Gérard va arriver, Gérard Pouet, pour une table ronde vélo, événements et territoire. Autour de la table, Annabelle Cam, Joachim Lombard et Sylvain Renaud. Ça va durer une petite heure et puis après on aura un temps ensemble, un cocktail pour partager quelques moments. Gérard devrait arriver d'ici quelques secondes. Les 15 premiers, c'est souvent lent. Et où t'es bon? Gérard, je te passe la main, cher ami, pour une table ronde intitulée Vélo, événements et territoire. Les événements cyclistes et le développement territorial vont souvent de pair. Comment optimiser l'impact de ces rendez-vous? Des mails, mais ça revient. Ces mails reviennent. Bonjour. Ces mails reviennent. Alors, Gérard, n'hésite pas à reprendre la main, je t'en prie. La scène est à toi. Romain, ça va? Attends, viens voir. Pareillement. Pareillement. Là, c'est connecté. Bon, ça s'est un peu éclairci. Comment ça se fait? Comment ça se fait que ça s'est éclairci? Les gens sont aux toilettes ou sont encore dans les salles? Bon, alors que là, c'est le feu d'artifice. Hein. On va parler de choses qui sont incroyables. Vraiment. On va parler de choses... l'Ardéchoise, championnat du monde de cyclisme, l'Odyssée, VVF. Et puis, bien sûr, du gravel et du développement du VTTAE, etc. Enfin, on va parler de choses qui sont passionnantes et qui vont se passer dans le territoire. Chut! Qu'est-ce qui se passe? On voit que c'est la fin de la journée. Il y en a qui fatiguent, là. Déjà, l'attitude de la métro. Regarde. Non, mais ça va pas, là. Il faut quand même montrer que... On démarre ou il y a encore des gens qui se promènent dans les salles ou tout le monde est là? C'est bon? Le maître de cérémonie, on démarre? Eh bien, on démarre, alors on y va. Bien, alors, dernière rencontre de ces assises nationales du vélo assistance électrique. Alors moi, je suis très, très, très heureux parce que je me suis fait 4 nouveaux copains sur LinkedIn. Ils m'ont tous accepté. Ça n'a pas été facile parce que ils ont dit mais qui c'est cette personne qui nous demande comme ami, etc. Donc ils ont regardé un peu qui j'étais puis ils ont dit bon, ma foi, allez, on va être sympa avec lui, on va se connecter. Donc j'ai regardé ce qu'ils avaient fait, tous les uns les autres. Je pense que vous avez fait la même chose avec moi parce qu'on n'accepte pas n'importe qui comme ami. Et ça me fait très très plaisir parce que on a quand même 4 très grands professionnels à la fois de la compétition sportive, mais aussi des gens qui contribuent très fortement au développement du territoire. Alors dans des façons très différentes, et c'est intéressant parce qu'ils vont nous parler de leurs expériences, que ce soit l'Ardéchoise, que ce soit... Alors moi je connaissais surtout avec l'Odyssée les chiens de traîneau, parce que j'ai participé une fois à Megève, à ce départ des chiens de traîneau. Alors dommage qu'on n'ait pas le film, mais c'est extraordinaire. Mais elle fait plein d'autres choses, Annabelle, sur vélo d'Anjou, etc. Bon là par contre je n'ai pas participé. Et puis bien sûr les championnats du monde de cyclisme en Haute-Savoie. Alors on va commencer par toi. Parce que championnat du monde de cyclisme en Haute-Savoie, quand j'ai vu que la Haute-Savoie avait été désignée pour être le département qui allait accueillir les championnats du monde, j'ai dit mais comment ils ont fait ça? Il y a eu Glasgow, avec un succès extraordinaire, et puis maintenant la Haute-Savoie. Alors, comment ça a été choisi la Haute-Savoie? Alors tu veux dire c'est politique, je ne peux pas tout dire. Il y a d'abord des histoires de rencontres et d'hommes et d'un président de fédération, une fédération installée en Suisse, une proximité géographique et la rencontre avec un territoire qui a l'habitude des grands événements, le Tour de France Femmes cette année qui s'est conclu à Châtel et plein d'autres événements, la Coupe du Monde de VTT Auger qui a l'habitude des grands événements, qui est une terre d'accueil d'événements sportifs et culturels. Et voilà, et la Haute-Savoie a finalement choisi d'accueillir cet événement sans le connaître, puisque ça s'est fait en 2021-2022, alors que la première édition de ces super championnats a eu lieu en 2023 à Glasgow. Donc, Glasgow, ouais. Je crois que le carnet de commandes de l'UCI est plein pour ces super championnats tous les 4 ans, donc en année pré-olympique. Et voilà, Haute-Savoie et le Vélodrome national de Saint-Quentin-Yvelines. Oui, parce que ça coûtait cher de construire quand même un vélodrome. Alors il y a un très très bel équipement à Saint-Quentin ouais, j'ai visité, qui va accueillir des épreuves juniors.
élite et parasport également, puisqu'on a beaucoup d'épreuves para au programme. Alors, 2 millions de spectateurs, j'ai vu, qui vont être là au bord des routes, enfin qui vont assister. Département, il est prêt à accueillir 2 millions de personnes. Alors, j'ai pas audité le cabinet d'audit qui a lui-même audité, je ne sais pas exactement comment. C'est des chiffres basés sur les zones de chalandise, à grosso modo, la proximité de Lyon, de Genève, etc. Et le retour d'expérience de Glasgow, c'est 13 jours de compétition, donc c'est un chiffre cumulé. Nous, ce qui est certain, c'est que le circuit de Salanches en 1980, qui a vu la victoire de Bernard Hinault, on sera exactement sur le même parcours, merci pour le visuel, a accueilli entre 150 et 200 000 personnes selon des estimations à ce moment-là. Donc voilà, moi, j'avais mis que les deux, j'ai oublié les chiens de traîneau. Tu m'en veux pas, Annabelle. Hein. Mais bon. Pardon. Donc, quand on multiplie avec le nombre d'épreuves, 20 championnats du monde, on arrive à ce chiffre. 1 milliard de téléspectateurs. Ouais. C'est énorme pour la promotion de la Haute-Savoie. C'est énorme. C'est énorme. Il y a forcément un riche programme télé, pareil, ce qui fait gonfler les chiffres, parce que c'est 289 titres de champion du monde décernés, le programme. Wow. Un tiers pour des épreuves parasport. Et voilà, donc budget de 43 millions d'euros, j'ai lu. Je ne sais pas d'où sort l'info. Oui, tout à fait. C'est ce que j'ai lu. Bon, le budget annoncé, alors peut-être ça coûtera plus cher, parce que on est dépositaire d'argent public, effectivement, on est sur ces montants-là, hors coût pour acheter, si je puis dire, ces championnats du monde. C'est un challenge, on est dans un écosystème qui sort des jeux. Ouais. On n'était pas sur les mêmes montants, donc avec des attentes, avec des choix qu'il va falloir faire en termes d'héritage, avec des priorités, les compétitions et tout ce que le vélo peut apporter au territoire et à ses habitants. Mais oui, on est sur ces enveloppes-là avec des gros enjeux de mobilité, territoire de montagne, contraint, l'été, du monde. Voilà, il y a pas mal de choses. À la fin des vacances scolaires, quand même, ça va, c'est plus facile. Les hôtels se libèrent un peu quand même. Mais bon. Alors, il y avait une volonté du territoire d'organiser ces championnats plutôt en septembre, s'inscrire dans la saisonnalité. Elle offre un peu 4 saisons, c'est les enjeux des interventions précédentes aussi, mais pour l'Union cycliste internationale, c'était important d'avoir des compétitions en août pour tous les sujets d'audience et de. C'est combien d'athlètes à peu près? Combien d'athlètes? On a un chiffre clé qui est en train d'être retravaillé, mais qui est autour de 10 000 athlètes. Wow. À peu près 4 000 athlètes professionnels et des épreuves qui sont, on va dire, semi-professionnelles, comme des épreuves de grand fondo. C'est un peu des cyclosportives, un peu des championnats du monde, des cyclosports avec des beaux noms quand même. Laurent Jalabert, Alexandre Vinokourov, des anciens coureurs professionnels. Et des sportifs, ces sportifs, ils vont arriver avant. Donc il va falloir les héberger. La fédération cycliste, qu'est-ce qu'elle fait là-dedans, la FFC ? Qu'est-ce qu'elle fait dans cette mission-là, Joachim? Comment elle participe avec l'UCI? Explique-nous un peu le maillage, comment ça fonctionne. En fait, bonjour à toutes et à tous. En fait, il y a effectivement un comité d'organisation qui s'est monté, dont l'objectif c'est de piloter et d'organiser ces super championnats du monde. C'est vrai que je fais une petite parenthèse avant de répondre à ta question. On ne connaît pas tellement cette compétition-là, parce qu'elle est récente, donc ce sera la 2e édition. Tu n'étais pas à Glasgow? Non, j'étais pas à Glasgow, mais on a suivi ça de près. C'est un super championnat du monde. À Glasgow? C'est pas vrai. Aucun des deux, il y avait avec le président. Il faut peut-être juste expliquer Gérard, si tu me permets, le concept. C'est qu'en fait, excuse-moi. Hein. Non mais vas-y, non mais. Pour que tout le monde arrive à suivre, c'est vrai que le concept, c'est que tous les 4 ans, en fait, en année pré-olympique, tous les championnats du monde de cyclisme sont regroupés, ce qui est pas le cas par exemple cette année. Le VTT c'était en Suisse, le BMX c'était au Danemark, la route c'est en ce moment, ils sont au Rwanda. Donc voilà, tous les 4 ans il y a des super. C'est vrai qu'ils sont au Rwanda, on a des photos incroyables. Exactement. C'est dingue. Le nombre de spectateurs au bord des routes, c'est extraordinaire pour la promotion du vélo. Hein. Ah donc la question c'était quel est le rôle de la fédération? Non, donc, je suis taquin. Nous, notre rôle, ça va être d'amener les athlètes français dans les meilleures dispositions possibles pour gagner le plus possible de titres et de médailles, en se souvenant qu'à Glasgow, la France a terminé 3e au ranking des nations, et qu'il est plutôt attendu en 2027 qu'on soit premier. Voilà, donc ça pose des vraies questions en fait, parce que il y a les disciplines majeures, les disciplines olympiques, et il y a aussi tout un tas de petites disciplines, et c'est pas péjoratif, moi j'ai vraiment un œil plutôt développement, donc c'est plein de petites disciplines dans lesquelles il va aussi falloir que nous, on se questionne sur comment on peut faire progresser le niveau des athlètes et comment en 2027 ils vont pouvoir gagner. Donc il y a quand même un vrai défi autour de ces super championnats du monde. Avec partie handisport ?
Alors, c'est pas la fédération de cyclisme qui gère la partie handi. On n'a pas la délégation pour Ouais. le paracyclisme. C'est la fédération handisport qui va gérer. Donc, il y a une collaboration, on va dire, entre les deux fédérations. Mais pour le coup, c'est pas nous qui sommes aux affaires. D'accord, ok. Et avec l'émergence de nouvelles disciplines, alors on parlait du gravel tout à l'heure, on parlait de produits comme ça, qui sont en train d'émerger et qui vont être, où ça va être un coup de projecteur peut-être assez sympa sur la Haute-Savoie avec cette discipline-là, même que le VTT-AE, enfin il va y avoir de la promotion, et on en parlera tout à l'heure, parce qu'il y aura forcément des retombées économiques. Alors, on a du mal à chiffrer les retombées économiques, parce que, enfin, sauf l'Ardéchoise qui chiffre les retombées économiques d'une façon très précise, et j'étais un peu sceptique de ces chiffres, mais j'ai trouvé petit bras, mais bon, peut-être timide, il est timide. Mais voilà, en tout cas, et tu as amené un joli film qu'on regardera tout à l'heure sur, en effet, les championnats du monde. C'est très bref, mais ça donne envie. C'est un chouette court-métrage. Annabelle, donc, alors toi, tu pilotes une quantité d'organisations. J'ai vu que tu étais maintenant responsable du développement. Maintenant, tu es peut-être depuis longtemps, mais responsable du développement d'Ebra. Alors, Ebrasport, c'est. Ebrasport, donc c'est. J'ai vu. Alors, quel est le lien entre la PQR? C'est-à-dire que j'ai vu une quantité de titres de journaux locaux qui sont derrière Ebrasport. C'est quoi le maillage, le lien financier, ou comment ça fonctionne? Alors Ebra, c'est le premier groupe de presse quotidien régional en France. Donc Ebra, c'est le Dauphiné libéré, le Progrès, les dernières nouvelles d'Alsace. L'Est républicain. L'Est républicain. Ouais. Et donc Ebrasport, c'est la branche de diversification du groupe de presse sur l'événementiel outdoor. Et donc aujourd'hui, et donc en effet, ça fait quelques mois que j'ai pris ces fonctions au sein d'Ebra, et donc je pilote toute la diversification autour de l'événementiel outdoor au sein du groupe Ebra. Ils ont un beau slogan. Alors moi, je ne connais pas par cœur, mais tu le connais peut-être. Par cœur? Non, pas par cœur Non, encore. moi non plus. Mais toi, c'est plus grave. Pas encore. Donc, c'est agir pour renforcer les liens de proximité et de confiance entre les acteurs de nos régions. Exactement. C'est un joli slogan, ça. Donc ça, c'est le slogan du groupe de presse. Ouais. Donc sur la partie vraiment éditoriale, presse, ancrage territorial. Et on essaye, nous, à travers l'événementiel, finalement, de suivre aussi cette ligne et donc d'être présent au sein des territoires, à travers l'événementiel, pour être aussi proche, finalement, des acteurs du territoire et puis faire connaître également les territoires, puisque les événements qu'on organise, et donc notamment au-delà d'événements de chiens de traîneau, on organise aussi des événements de vélo au sein du groupe Ebra. Ce sont des événements qui permettent de faire rayonner les territoires. Alors moi, j'organise des courses, alors malheureusement pas en Rhône-Alpes, mais dans le Béarn, parce que j'ai un maire qui y tient absolument à Pau, mais j'organise des courses de VTT. Et si demain, alors Ebrasport n'est pas pour l'instant présent avec Sud-Ouest ou les journaux, la PQR locale. Mais on n'est pas présent que sur... mais si par exemple j'ai besoin d'une structure pour m'accompagner dans cet événement-là, dans cette course-là, je peux faire appel à Ebrasport? Exactement. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on est présent à Saumur avec l'organisation de l'Anjou Vélo Vintage qui rassemble 10 000 coureurs et un peu plus de 30 000 festivaliers. Alors, quand tu es présente, ça veut dire concrètement, il se passe quoi? On est les organisateurs. Le territoire nous sollicite parce que. Moi, je suis quoi là-dedans alors? Moi, C'est-à-dire, vous êtes. Moi, je suis organisateur de courses de VTT, par exemple. Alors non, vous n'êtes pas dans le. Je suis plus dans le truc. Non. Là, par exemple, l'Ardéchoise, c'est fini. C'est plus toi. L'idée, c'est que nous, on organise et en fait, on vient répondre à un besoin d'un territoire qui a besoin de. Mais pas d'un organisateur. Non, pas encore. Voilà. Ah oui. Après, on commence petit à petit à faire du sur-mesure, mais malheureusement, en tout cas, pas sur la partie organisation d'événements en propre. Après, on peut accompagner, mais c'est pas vraiment dans la stratégie. L'idée, c'est vraiment de rencontrer un territoire et de lui proposer un événement qui va répondre à un besoin en termes de communication. Mais c'est la création d'un événement ou c'est un événement qui existait que vous reprenez? On a différents types d'événements. L'Anjou le Vintage, ça existait déjà et donc ça a intégré le groupe. On a également les Madjack. Donc on parlait vélo, on a différents types de Madjack. On a du vélo, on a du gravel. On a 2 éditions au mois d'octobre, une dans le Cotentin et une dans l'ouest de la France. Et donc l'idée, c'est de faire la promotion des territoires et d'accompagner les territoires à travers ces événements qui adressent des cibles particulières. Nous, aujourd'hui, les événements de vélo, on a plutôt une cible assez jeune. Et donc, on a des territoires qui vont vouloir parler aux jeunes, parler aux seniors, parler aux familles. Et donc, en fonction de leurs besoins, on vient répondre à... Tu leur as amené l'Odyssée VVF? Alors, donc maintenant, c'est la Grande Odyssée Royal Canin. Voilà, puisqu'on a changé de partenaire titre il y a quelques mois. Ah, dis donc. Et donc, la Grande Odyssée, donc, on n'est pas Vous connaissez la Grande Odyssée? Qui connaît la Grande Odyssée des chiens de traîneau? Et qui connaissait la Madjack?
Ah, voilà, on peut dire C'est pareil dingue. ici. Non mais... Parce que qui connaissait Annabelle? C'était pas le sujet. Non, mais c'est non, parce que c'est vrai que je dis, je cherchais le lien. Et donc, alors, on peut, parce qu'on est quand même dans un territoire où aujourd'hui la neige c'est quelque chose d'important. Moi je pilote un think tank qui s'appelle Cap 2032, où on s'interroge sur, en effet, quelle va être l'activité des magasins de sport en station lorsqu'il n'y aura plus de neige. Et on sait que dans la chaîne des Pyrénées, par exemple, en 2032, il ne restera plus que 7 stations dans les Pyrénées. Donc, qu'est-ce que vont devenir les magasins de location de ski qui sont à Guze-les-Neiges, etc. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc, il y a un think tank composé de fabricants, de distributeurs, et j'ai l'intérêt, l'avantage d'animer ce think tank. Donc, quand tu organises des courses de chiens de traîneau qui traversent donc la Haute-Savoie, la Savoie, l'Isère, j'imagine que tu as fait un parcours, vous avez fait un parcours avec, c'est surtout sur des stations plutôt moyennes ou basses, hein. Et donc, vous utilisez les pistes de ski nordique. Ski nordique, ski donc, alpin, qui chemin forestier. qui sont neutralisés le temps du passage c'est combien, 55 des équipages athlètes, exactement. Et c'est vrai qu'il y a un plan B s'il n'y a pas de neige, ou comment ça se passe? Alors, nous, pour une édition, pour chacune des étapes... Alors, c'est toujours en janvier, hein? Oui, tout à fait. Mais si je peux répondre d'abord à la question, Oui, ça pardon, serait bien aussi. oui. Non, mais c'est parce que c'est vrai. Donc, merci. Non, mais... Donc, c'est en janvier. On a 13 étapes, Haute-Savoie, Savoie et Isère. Et il faut savoir que pour l'organisation d'une étape, on travaille sur 5 plans différents. Plan A, plan B, plan C, plan D. Wow. Qu'on dépose en préfecture. Donc, on travaille avec la préfecture pour ça, les 3 préfectures. Et que dans l'organisation, on va activer le plan A, B, C ou D que 5 jours avant le jour de l'étape. Donc en fait, on est en constante organisation au fur et à mesure que la course avance. Et on est dans une adaptabilité au terrain et aux conditions météorologiques à chaque fois qu'on avance dans l'événement. Voilà. Donc on a toujours avancé comme ça s'est toujours bien passé. Il y a toujours eu de la neige à l'endroit où on est passé. Et on s'est toujours adapté en tout cas aux conditions réelles du terrain. 600 chiens de traîneau. Hein. Exactement. Il y en a qui a assisté dans la salle déjà à l'Odyssée du VVF? Moins quand même. Hein. Ah, quand même un petit peu. Il y en a 3. Bon, il y en a 3. Non, mais faites-le parce que vraiment c'est génial. Alors, on va reprendre l'Ardéchoise. Parce que l'Ardéchoise, c'est un mythe. 32e édition, c'est ça? Ou 33e? Qui vient de se dérouler, 33e l'année prochaine. 33e l'année prochaine. Moi qui suis organisateur de course, je suis impressionné. À la fois de la durabilité de l'événement, du nombre de participants, qui est aujourd'hui devenu la première course cycliste de montagne, on va dire. Oui, tout à fait, hein, en Europe. Et un nombre de participants de 12 000. Cette année, on a fait 12 500, on est monté jusqu'à un peu plus de 15 000. Et surtout, 8 500 bénévoles. Oui, alors un peu moins. Moi, ça m'impressionne, parce que moi, des bénévoles, j'en cherche, et quand je vois 8 500, entre 7 et 8 000 bénévoles. Comment tu fais pour avoir 8 500 bénévoles? Eh ben, on est dans un territoire qui est heureux d'accueillir une course de vélo. Pour certaines villes ou villages, c'est la seule animation de cette ampleur-là qu'ils ont dans l'année. Et donc, on a des bénévoles qui sont les bénévoles comme on a tous dans nos épreuves, c'est-à-dire qui sont là sur Saint-Félicien, qui est le cœur de l'épreuve. Et puis après, on a des bénévoles dans tous les villages. On traverse 170 villages dans l'Ardèche. Et on a des bénévoles dans tous les villages. On a même des villages où des associations ont été créées, dont l'objet social est d'animer le village à l'occasion du passage de l'Ardéchoise. Incroyable. Donc voilà, et puis après on les chouchoute. Aujourd'hui, l'Ardéchoise réinvestit un peu plus de 10% de son budget en faveur de ses bénévoles. Donc on les avait tous pour une journée il y a 15 jours à Saint-Cyrgue-en-Montagne sur le plateau ardéchois. Donc ça nous fait 900 personnes à table, ça nous fait 1200 personnes qui viennent participer à des animations sur l'ensemble de la journée. Et puis ils ont une petite dotation, ils ont des réunions pendant l'année où à chaque fois il y a un petit casse-croûte à la fin, etc. Et on les accompagne aussi sur s'ils ont besoin de matériel pour décorer leur village, pour toutes ces choses-là. Il y a une vraie démarche effectivement sociale. Et d'ailleurs, lorsqu'on regarde les statuts de l'Ardéchoise, le premier objet, c'est pas l'organisation d'une course de vélo, c'est la promotion et le lien social sur le territoire par l'intermédiaire de l'organisation d'une course cycliste. Donc on n'est pas une agence événementielle classique qui organise des courses. On est avant tout un outil. Le vélo est un outil pour faire la promotion du territoire et créer du lien social. Extraordinaire, surtout sur la durée. C'est quand même... Oui, alors après, il y a plusieurs courses. Hein, Oui, on a plus de 60 parcours
en 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, puisqu'on fait de l'itinérant et on est la seule épreuve qui est ce qu'on pourrait appeler all inclusive, c'est-à-dire quand on s'inscrit à l'Ardéchoise, vous vous inscrivez, dans le prix il y a le transport des bagages, on a une 50aine de camions qui sillonnent l'Ardèche pour livrer les bagages dans des gîtes, dans les hôtels, etc. Vous avez l'hébergement, les repas, les ravitaillements dans les villages. Donc effectivement, on a cette spécificité-là. C'est ce qui fait aussi qu'on dure depuis longtemps. Et puis on a eu la chance, je pense que l'épreuve est maintenant installée et devenue incontestable, notamment Annabelle en parlait au niveau des services de l'État. C'est compliqué de rouler sur la voie publique, mais on a la chance d'avoir le président fondateur qui l'a créé en 92, à une époque où les choses étaient plus faciles. Aujourd'hui, je pense qu'on irait voir le préfet de l'Ardèche en lui disant bonjour, on crée une épreuve où on met 13 000 personnes sur les routes, où le samedi on privatise plus de 120 km de route. Je suis pas sûr qu'il le voit d'un très bon œil, mais maintenant c'est tellement assis que plus personne peut dire que ça gêne. Oui, et puis on parlait de développement du territoire, c'est 7 millions d'euros de retombées économiques sur le territoire. Je ne sais pas comment... Oui, alors c'est toujours dur, c'est toujours des chiffres, c'est les chambres de commerce. On dépense dans les restaurants, dans les hôtels. Effectivement, et puis ce qui est dur à voir aussi, c'est les retombées a posteriori. On a une histoire rigolote, c'est qu'on a un salon sur l'Ardéchoise, et depuis 2 ans, on a un agent immobilier qui paye son stand pour venir exposer. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'un agent immobilier vient faire là? Et elle m'a dit, je suis agent immobilier à Saint-Félicien et je vends des maisons à des gens qui sont venus faire l'Ardéchoise et qui achètent une résidence secondaire dans la région de Saint-Félicien. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'est pas capable de chiffrer. Mais effectivement, dans les retombées économiques, il y a des retombées économiques directes et indirectes. Et puis, il y a tout ce qui est non chiffrable, c'est-à-dire quand on croise un cycliste en Ardèche, est-ce qu'il est venu grâce à l'Ardéchoise? Est-ce qu'il serait venu de toute façon? Est-ce qu'il est venu par hasard? On le sait jamais, mais on pense quand même qu'il y a beaucoup de cyclistes qui viennent en Ardèche parce qu'ils en ont entendu parler par l'intermédiaire de l'Ardéchoise. Et puis je vois le nombre aujourd'hui, moi je roule un peu, mais pas trop, mais un petit peu. Et je vois les gens avec le maillot de l'Ardéchoise. Enfin, alors on lui a redonné J'en ai vu dans le sud-ouest. Ouais, on en a vu, on a reçu des photos cet été en Australie. Il s'est pas garé du tout. Il roule avec le maillot de l'Ardéchoise. C'est le jaune et violet. Il est toujours jaune et violet, mais depuis 3 ans, on l'a un peu modernisé. Fierté de porter le maillot. Oui, tout à fait. Et puis on reçoit des photos en Australie et au Japon. On a reçu cet été de gens qui avaient croisé avec les maillots de l'Ardéchoise. Et c'est pour ça que il y a chaque année un débat au comité directeur. Est-ce qu'il faut faire un maillot chaque année ou pas? Et finalement, on perd à chaque fois 1 heure à faire le débat pour en arriver à la conclusion que c'est le meilleur outil de communication. C'est le cadeau qui plaît le plus aux gens. Et finalement, c'est le cadeau le plus logique. Lorsqu'on organise une épreuve. Et Saint-Félicien, j'imagine qu'il y a d'autres villes ou d'autres bourgades qui doivent se dire moi j'aimerais bien, là où on organise le salon, parce qu'il y a festival de musique, il y a plein de choses. J'imagine qu'il y a d'autres candidatures. Oui, alors on a des candidatures. Après, nous, on a le souhait d'y rester parce qu'on y est installé à l'année, c'est-à-dire que nos bureaux sont là-haut. On est 8 salariés à temps plein. Donc on a nos bureaux là-haut, on a des locaux de stockage, on a ce qu'on appelle les compagnons qui viennent tous les mardis parce qu'on a une partie de nos structures qui sont faites par des bénévoles qui viennent tous les mardis à l'atelier, souder des portiques de départ, d'arrivée, etc., des décos pour les villages. Et puis on a aussi un enjeu social, c'est que Saint-Félicien, c'est 1300 habitants à l'année. Ça va plutôt en baissant qu'en augmentant. Il y a eu un petit sursaut à la période Covid où tout le monde a voulu retourner en campagne et puis maintenant ça se perd un peu. Et du coup, on a des salariés qui sont aussi de là-haut. Alors moi, j'habite Valence, mais on a des salariés qui sont de la Mastre, qui sont des alentours de Saint-Félicien. Et il y a aussi un souhait qui est de dire... on a une responsabilité. On est aujourd'hui à Saint-Félicien avec 8 employés, le 2e plus gros employeur de la commune après l'hôpital. Donc effectivement, on a une responsabilité de rester aussi là-haut et en tout cas de maintenir une activité sur ce territoire-là. C'est bien. Et le maire, tes parents avec le maire? Non. Non, je ne suis pas originaire de Saint-Félicien. Ah bon, d'accord. Non. Je ne comprenais pas pourquoi Saint-Félicien. J'avais vu en effet que c'était 1300 habitants. Non, Saint-Félicien, tout simplement parce que Gérard Missler, qui est le fondateur, était installé là-haut et qu'à l'époque, il a posé une toute petite course et du coup, il y est resté fidèle. Tu as été démarché par d'autres organisateurs qui disent on aimerait bien organiser, vous pourriez nous aider à organiser une course comme vous faites, etc. ou pas du tout? Oui, on est sollicité, alors soit à l'intérieur de notre territoire par malheureusement des épreuves où ça grossit et puis ils disent on ne sait plus faire. C'est ça. Alors soit pour reprendre les épreuves, soit pour mettre à disposition des moyens ou du personnel pour aider un petit peu un staff qui serait 100% bénévole. Et puis on est sollicité aussi en dehors de notre territoire, avec une difficulté, c'est que nous, on veut bien exporter notre modèle, mais il faut travailler avec des collectivités qui nous laissent le temps de nous installer, parce qu'il ne faut pas croire que les 7000 et quelques bénévoles et les 170 villages, ils sont arrivés la première année. Donc si demain on mettait ça, je ne sais pas moi, dans l'arrière-pays varois ou à Grenoble ou dans l'Oisan,
bah, pourquoi pas. Je pense que c'est des territoires qui s'y prêtent. Mais par contre, il faut peut-être que la première année, on aille voir quelques villages avec 2-3 parcours et puis chaque année aller rattraper un village de plus. Là, sur l'Ardéchoise, par exemple, cette année, on a récupéré 22 nouveaux villages entre 2024 et 2025, notamment parce que sur plusieurs jours, on affiche complet et du coup, on va chercher... Quand tu dis récupérer 22 villages, bah, on a tracé des parcours sur lesquels on avait D'accord. besoin d'aller chercher des bassins d'hébergement pour loger nos cyclistes en D'accord. plusieurs jours. Et donc, quand on passe, on dit toujours, l'Ardéchoise marche sur 2 jambes, c'est-à-dire qu'on trace les parcours, mais on ne fera pas passer les parcours si on n'a pas affaire à des collectivités motivées. Et donc, on va voir effectivement les petits villages et on leur dit, est-ce que ça vous intéresse ? Par contre, ça veut dire qu'il faut décorer, il faut faire du ravito, il faut mettre les enfants des écoles au bord de la route, etc. Et si on coche les 2 cases, c'est-à-dire les jolis parcours pratiques, sécurisés, etc., et l'aspect territorial, on y va. Si on n'a pas les deux, on n'y va pas. C'est énorme en termes de sécurité, j'imagine, ça va être un truc incroyable. Ouais, c'est un petit budget sécurité, surtout que le samedi, on privatise 120 km de route. Et puis, on se heurte à des événements de masse comme celui-là. C'est-à-dire que, par exemple, on n'a pas le droit d'impacter le SAMU de la Drôme et le SAMU de l'Ardèche, n'ont qu'un hélicoptère pour les 2 départements. Donc, on n'a pas le droit d'impacter les moyens aériens du SAMU, parce que c'est pas parce qu'il y a l'Ardéchoise qu'il faut plus secourir les autres. Donc, on est obligé de faire armer un hélicoptère sanitaire juste pour nous sur la journée du samedi, pour pouvoir aller chercher les gens en cas d'accident, sans impacter les moyens du SAMU. Donc, effectivement, on découvre des petites choses comme ça. Et puis on découvre des choses plus marrantes. Quelqu'un qui nous dit, moi ma fille doit aller préparer sa communion le jour où les routes sont privatisées. Elle peut y aller ni le dimanche d'avant ni le samedi d'après. Donc il faut trouver une solution pour le faire sortir au milieu des 12 000 cyclistes. Donc voilà, on a des petites choses. C'est extraordinaire. Je pense que ça. tu vas avoir des témoignages incroyables. Oui, c'est l'occasion, notamment la fête des bénévoles qu'on avait il y a 15 jours. Effectivement, on a toutes les personnes des villages qui nous racontent ce qui leur est arrivé et ce qui s'est passé. Fort, et effectivement, il y a toujours des histoires rigolotes d'un vélo où il a cassé sa roue et c'est quelqu'un du village qui lui a prêté une roue, enfin toutes ces choses-là. Et puis de gens qui reviennent, surtout après, que ce soit des Français ou des étrangers, qui reviennent en vacances après avoir fait 3-4 jours sur l'Ardéchoise. Ça, c'est, je trouve, la fédération cycliste, comment elle voit ces grandes manifestations pour la promotion du vélo. Comment tu t'intègres là-dedans au niveau de la FFC ? Oui, alors c'est un tout petit peu en dehors de mon secteur, mais malgré tout, oui, tout ce parce que toi, parce que j'ai pas dit, mais en effet, toi, tu es responsable de tout ce qui est off-road, c'est-à-dire qui est pas sur la route. Alors c'est pas tout à fait ça la définition du off-road. Ça pourrait, mais c'est un tout petit peu plus restreint quand même, et heureusement. Donc le off-road, on va le faire collectivement, c'est facile, c'est tout le VTT. Et donc je vous propose quand même qu'on rebalaye ensemble toutes les disciplines sportives du VTT. Cross-country olympique, cross-country marathon, cross-country éliminator, cross-country électrique, cross-country short race, descente enduro électrique, descente sur neige, ce qu'on appelle le snowbike. Voilà, donc ça c'est tout le VTT, sauf le trial. Voilà, le trial c'est la seule discipline que j'ai pas entre guillemets. Et ensuite il y a le gravel et le cyclocross. Voilà, donc je suis pas trop centré sur les sujets des cyclosportives, mais malgré tout il y a un calendrier de cyclosportives qui est très fourni. L'Ardéchoise en fait partie. Il y a un système de labellisation. Donc c'est aussi nous une population qui est très importante à la Fédé de cyclisme. On a les jeunes, c'est 50% de nos licenciés c'est des jeunes. Quand je dis jeunes, c'est vraiment moins de 16 ans. Et puis après, on a un rebond un peu sur ce qu'on appelle les masters, plutôt ceux qui vont faire l'Ardéchoise et tout un tas d'autres cyclos, quoi. Parce que on parlait du gravel en introduction. Comment tu vois évoluer les nouveaux sports, toi ? Je te disais en aparté, est-ce que le gravel est en train de prendre le pas sur le VTT ? Comment tu vois les choses évoluer ? La première chose, c'est que la richesse, on va dire, c'est qu'en matière de sport cyclisme, il y a énormément de nouvelles disciplines qui apparaissent. On pourrait citer le VTT assistance électrique, que j'étais venu présenter en 2018 ici, donc qui est aujourd'hui une discipline. On pourrait citer le pump track, le e-cycling, donc le gravel, qui est aujourd'hui qui a le vent en poupe. Aux super mondiaux, il y aura aussi du cycling speedway, peut-être, c'est à confirmer. Donc voilà, il y a vraiment une multiplicité des formats de compétition, donc c'est très riche. Et après, c'est pas forcément simple non plus à gérer, puisque l'idée c'est d'accompagner chacune des disciplines comme on peut, mais voilà, nos moyens sont humains et financiers sont pas illimités. Moi, je vois plutôt ça comme une richesse. En fait, il y a plein de façons de faire du vélo sous une formule un peu compétitive. Voilà, donc l'idée c'est plutôt de faire ce qu'on peut, en tout cas pour accompagner chacune des disciplines, quoi. D'accord, ok. On va passer ton petit film parce que je trouve qu'il est assez génial. On peut l'envoyer ?
m'adresser à vous pour vous convaincre que la France, et en particulier la Haute-Savoie, est le meilleur endroit pour accueillir ces championnats du monde de cyclisme en 2020. Bon, Romain, quel ambassadeur vous avez eu pour promouvoir la Haute-Savoie. Extraordinaire. Alors, ce petit film, il a été fait, pas pour cette journée spécialement, même si Emmanuel le voulait, mais il a été diffusé où? Il sera diffusé cette semaine à Kigali dans le cadre des championnats. On est en avant-première. Ouais, celui-là, ouais. Ah, Celui-là, formidable. effectivement, c'est en avant-première. Il sera diffusé à Kigali et pendant le direct de France Télévisions pour des annonces concernant 2027. Ah, c'est génial. C'est génial. Il essaie de retracer un peu le positionnement de l'événement, le sport au centre. D'abord, on organise des compétitions sportives, on fait la promotion d'un territoire, et puis sa transition. C'est la fin, c'est la partie un peu héritage, le sens du vélo. Et vous posiez la question du rôle de la FFC. Ouais. On travaille beaucoup avec la FFC sur comment ces championnats du monde servent le vélo, la pratique. Alors, avec des indicateurs, il en faut, sur le nombre de licenciés, etc. Mais sur le tourisme à vélo, sur des parcours gravel ou off-road ou route, mais en tout cas sur des cols ouverts, sur comment la pratique du quotidien, le savoir rouler, le sport santé, il y a tout un volet héritage qui est décliné. Et c'est ça, en fait, un événement sportif, c'est juste un prétexte à faire quelque chose de plus important et qui sert la vie de tous les jours. Bien sûr. Toi, tu es responsable de ces championnats du monde. Toi, ta mission, ton job, là, c'est quoi aujourd'hui, par exemple? C'est la promotion, c'est quoi ton job? Non, modestement, coordinateur général, c'est aussi c'est ça. Je suis adjoint au directeur qui s'excuse puisqu'il est à Kigali. Donc moi, j'essaie de... Toi, je fais un peu tout ce qui est transverse. Tu bosses. Moi, je vais là où il n'y a personne pour le moment. C'est ça. Ouais. Mais concrètement, en fait, ton job, tu es chargé aussi de la gestion des infrastructures avec les municipalités. Ouais, je fais beaucoup de relations avec les institutions, l'UCI et la FFC. Mais la FFC fait partie de l'organisation, en fait, notamment sur la partie sportive, avec l'expertise fédérale, l'organisation des compétitions. Si vous me demandez comment on organise du polo vélo, je ne vais pas vous répondre. Je peux vous parler de route, mais pas de polo vélo. Et la partie aussi relations collectivités, nous on s'appuie sur... Donc les 12 sites, les mairies... 12 villes hautes en Haute-Savoie. C'est pas tout à fait arrêté, mais la carte des sites est quasiment complète. Et voilà, il y a énormément d'enthousiasme dans les villes. Ah bah, j'imagine. Et je passe pas mal de temps à essayer d'embarquer un peu là-dessus. Et le centre névralgique de cette compétition, ces championnats du monde, il va être où? Alors ça dépend comment on le voit. Il y a un centre technique, c'est La Roche-sur-Foron. Là, avec un parc des expositions, Alpexpo, mais donc Roche Expo, qui est un centre vraiment technique qui va accueillir des centres des médias, des installations techniques et qui est aussi au carrefour des 2 autoroutes de la Haute-Savoie, un bon tremplin vers la vallée de l'Arve. Annecy, évidemment, sera un cœur un peu sportif aussi. Il y a des épreuves de Ça, c'est le contre-la-montre? C'est le BMX Race, avec une des 2 seules infrastructures qui sont construites pour l'occasion. C'est donc une piste de BMX, BMX Racing, qui est une épreuve olympique, qui sera à Annecy, et le Tour de Lac. Contre-la-montre, comme en 2009 sur le Tour de France. Gros challenge pour nous. Beau sujet en préfecture. J'imagine. Voilà, et après, il y a quand même un lieu aussi important qui est Salanches, évidemment, avec les épreuves Rennes route. La montée, en ligne. la côte de... Avec la côte de Domancy. La côte de Domancy, voilà. Bernard Hinault. Mais une dernière épreuve, on l'a annoncé il y a 15 jours à peu près, la dernière épreuve de ces championnats du monde sera l'épreuve femmes sur ce circuit de Domancy, Salanches-Domancy. Donc il y aura, j'imagine, des infrastructures à aménager, à créer, des routes à
peut-être à refaire Alors, nous, on travaille sur des parcours. C'est un peu la philosophie Tour de France. Je mets de côté les villes départ et arrivée, mais où on considère qu'on peut passer en l'état, si je peux le dire comme ça. Et après, sur la partie infrastructure, on a un gros axe de travail. On verra comment le valoriser parce que évidemment, il faut qu'on coche des cases en termes de les 15 engagements éco-responsables, etc. Mais vraiment, pardonnez-moi l'expression, mais on désosse un peu les cahiers des charges UCI par discipline pour s'inscrire au maximum dans l'existant. C'est-à-dire que là où on nous dit qu'il faut monter 25 barnums pour accueillir des stands ou des paddocks équipes, on va au maximum dans les gymnases. Voilà, je prends cet exemple-là, mais il y a un vrai parti pris là-dessus. Et il y a un vrai parti pris sur faire des circuits pour éviter de monter des infrastructures temporaires à tout va. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura aucun impact, mais on essaie de le limiter. Et puis il y a quand même une richesse en termes d'équipements sportifs en Haute-Savoie. C'est clair. Quand on va à Salanches, Plaine des Sports, il y a 3 stades, 2 gymnases, et il y a de quoi faire. Et on essaie au maximum de s'inscrire là-dedans pour baisser les coûts, pour baisser aussi l'impact sur la route. Notre stade, pour beaucoup d'épreuves, c'est la route. Tu le sais mieux que moi. Et on a vraiment une grosse démarche là-dessus. Mais j'imagine qu'il y a un enthousiasme, comme tu disais, qui est extraordinaire de la part de toutes ces villes qui vont accueillir une épreuve de Coupe du Monde. C'est extraordinaire. Oui, les villes sont vraiment à fond. Et en plus, ça s'inscrit aussi dans une stratégie du département de, grosso modo, de payer les tickets d'entrée de grands événements sportifs. Et après, nous, on est un peu dans cette logique-là. En gros, la Haute-Savoie a payé l'accueil des championnats du monde et nous, on demande aux villes de déployer le cahier des charges techniques, grosso modo. Et ce qui fait qu'il y a quand même un modèle, pour le moment, qui est pas mal. On n'arrive pas avec nos gros sabots. C'est pas comme ça qu'on est vu, en tout cas. Pour le moment, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des critiques sur d'autres sujets. Si on n'en a pas, c'est pas normal. Mais... Et puis les épreuves seront gratuites pour la plupart. Et pour la plupart, alors ça c'est un équilibre économique qui n'est pas facile à trouver, parce qu'il faut des revenus. Donc alors, évidemment sur la piste il y a des entrées payantes, il y aura des infrastructures, des stades éphémères comme autour du BMX, mais entre plus de 80% des épreuves seront gratuites. Ouais, j'ai vu ça, je trouve que c'est pour la promotion du vélo, c'est extraordinaire. Alors, je sais pas, après, le nombre de licenciés, s'il va augmenter, etc. On sait que toujours, au moment du Tour de France, on voit les gens qui roulent. Mais là, le championnat du monde, ça va être un grand moment quand même. Surtout si les Français trustent les médailles. Oui, surtout c'est l'occasion de mettre en avant en fait des disciplines qui sont souvent un peu méconnues. Donc on connaît bien le cyclisme sur route, certaines disciplines du VTT, mais là il y aura vraiment tout un tas de disciplines un peu plus confidentielles. Et donc c'est l'occasion de les mettre en avant, de mettre en avant des champions, des championnes. Donc il y a vraiment ce côté-là qui est très intéressant avec ces super mondiaux. Et côté fédé, c'est clairement l'objectif de l'Olympiade. Ça a été affiché comme tel par le président de la fédération et le DTN, avec aussi en 2028 les Jeux Olympiques, mais c'est très différent en fait. Les Jeux, c'est vraiment des équipes très très restreintes, toutes petites, avec quelques disciplines, pas toutes. Donc là, il y a vraiment l'idée d'embarquer vraiment toute la famille FFC sur ces super championnats du monde. Ouais. En tout cas, ça donne vraiment envie d'y participer. Bravo à tous les 4. Est-ce que vous avez des questions à poser à nos invités ? Profitez-en parce que c'est quand même assez exceptionnel d'avoir l'Ardéchoise, l'Odyssée, VVF. Pardon, le nouveau nom c'est Royal Canin. Ah, Royal Canin. Ah, vous avez vendu carrément la course. Ah oui, c'est pas mal. Alors l'Ardéchoise demain, ça s'appellera la Mars ou la Twitter, la Twin. Je sais pas quoi. Ouais, ça fait partie des trucs que le comité des PAC, le comité directeur historique, n'est pas encore prêt à franchir le naming de l'épreuve. D'accord. Des questions, allez-y. Peut tout dire. Bonjour, Céline Forestier. Merci pour tous ces témoignages. Moi, j'avais une question à tous. On sait, on l'a dit à plusieurs reprises aujourd'hui, que les métiers du cycle, globalement, et toute la filière, manquent de femmes. Je suis ravie de faire partie de cette filière qui est très accueillante et je pense où les femmes ont vraiment toute leur place. Et qu'est-ce que vous faites chacun à votre niveau pour embarquer parce que je crois que cet été, il y a eu un signal faible et un signal très fort que nous a fait cadeau Pauline. Et je pense que vous avez, avec tous vos événements, beaucoup à jouer avec le cyclisme au féminin. Je vous donne...
Je vous donne quelques grandes clés. Alors, c'est un homme qui le présente, donc c'est pas super. Nous, aujourd'hui, on est 15 salariés, plus de femmes que d'hommes, et on a un œil là-dessus. Et surtout, la parité des épreuves. On a un garde-fou qui s'appelle Marie-Françoise Spotro, qui est vice-présidente de la Fédé, qui sait nous rattraper comme il faut. Et nous, il y a le symbole médiatique, on en est là aujourd'hui. Il est sur la dernière épreuve. Vraiment, c'était une grosse volonté du département et de la fédération de faire cette dernière épreuve femmes et la parité sur les compétitions. Ça, de toute façon, on ne peut pas faire autrement, mais même c'est un vrai parti pris. Au-delà de la belle terrain d'égalité, il va y avoir des choses là-dessus. On fait suivre des formations en interne là-dessus, et avec un système un peu éthique, mais voilà, nous on est pour le moment là-dessus sur ces grands principes sur l'événement, la parité. Ouais, peut-être en complément sur ce qu'on fait à la Fédération française de cyclisme, non seulement c'est un axe stratégique, je dirais même que là je prends ma casquette d'agent de l'État, moi je suis fonctionnaire du ministère des Sports, c'est même une politique publique. Donc en fait on est aussi tenu de s'engager sur cette voie-là. Moi j'aime bien les actions concrètes. On travaille sur la féminisation des métiers de l'encadrement du cyclisme. Donc en fait, on a des programmes d'aide, carrément des aides financières, pour que les femmes puissent rentrer dans les métiers d'éducatrices sportives. Voilà, donc on a tout un système pour les accompagner et faciliter leur chemin jusqu'à l'obtention du diplôme. On a des programmes un petit peu de promotion. Donc peut-être que vous avez entendu parler, donc on parlait du Tour de France féminin tout à l'heure, du programme Elles arrivent. Le programme Elles arrivent, c'est une quarantaine de jeunes cadettes, donc des U17 chez nous, qui sont sélectionnés par nos comités régionaux et à qui on fait vivre une expérience un peu incroyable. En amont des étapes du Tour de France, elles vont rouler sur une demi-étape, visiter les bus des équipes, etc. Et là, l'objectif pour nous, c'est vraiment pour ces jeunes femmes qui sont des sportives, en fait, qui sont déjà chez nous, qui font de la compétition, c'est vraiment de les faire rêver, de les fidéliser quelque part et de leur donner envie d'aller plus loin, peut-être dans une carrière de cycliste. Donc c'est vraiment un programme sur lequel on met beaucoup d'énergie, ça s'appelle Elles arrivent. On fait ça avec ASO. Voilà, on a un programme d'ambassadrices aussi. Alors là, c'est autre chose, les ambassadrices, c'est vraiment plutôt pour donner envie aux femmes de rejoindre de la fédération. Beaucoup d'efforts, en tout cas, déployés sur cette thématique-là. Les chiffres augmentent un peu, donc c'est positif, ça augmente, mais ça augmente pas beaucoup. Donc c'est aussi beaucoup d'efforts pour peu de résultats. C'est un travail de longue haleine. Il y a des programmes aussi qui ont été évoqués sur toutes les instances dirigeantes en fait, pour féminiser notre bureau exécutif. Là, c'est la loi qui nous y oblige. Les instances régionales, ce sera pour la prochaine Olympiade. Mais voilà, donc il y a tout un programme d'accompagnement aussi pour les femmes qui voudraient être sur des carrières de dirigeantes, on va dire. Donc on essaie de multiplier un peu les axes de travail. Voilà, on y croit beaucoup. C'est beaucoup de temps, c'est aussi une collègue quasiment à temps plein là, sur cette thématique-là, au sein de la DTN. Voilà. Malgré tout, les résultats restent modestes, en tout cas en termes de pourcentage de femmes licenciées. On a progressé, mais je crois qu'on est autour de 12 ou 13%, donc c'est quand même très faible. On était à moins de 10 il y a à peu près 8 ans. Quoi. Donc voilà, c'est vraiment un travail de longue haleine. Okay. D'autres questions ? Emmanuel, il va... Alors, oui, merci. Donc, je voulais avoir un peu plus d'informations sur la Madjac en termes de volume, de participants, d'organisation, etc. Et voilà, vu que c'est un profil un peu particulier d'événements. Alors la Madjac, aujourd'hui, ça se résume... La Madjac, c'est deux choses. C'est une partie événementielle, donc en effet avec un cycle d'événements, qu'on va déployer sur différents types d'activités, donc le vélo, le trek, le kayak et le stop. Parce que la première course de Madjac qui a été lancée en France il y a maintenant quelques années, elle s'est faite en autostop. Donc les deux fondateurs qui ont lancé la Madjac il y a maintenant plus de 5 ans ont organisé la plus grande course d'autostop en France, encore mieux que Pékin Express mais sans les caméras. Et on a réuni à l'époque plus de 700 autostoppeurs. Et donc ils ont professionnalisé un peu cet événement en ayant toujours en tête le fait de voyager autrement, qu'on n'a pas besoin d'aller dans les 4 coins du monde pour découvrir des coins très beaux, qu'en France il y a plein de choses à faire. Et donc c'est aussi dans la logique et dans la continuité plutôt du voyage à travers le sport et donc à travers le vélo, parce qu'ici on parle plutôt vélo aujourd'hui. Et donc on a plusieurs Madjac vélo durant l'année, on en a 12 entre le vélo, le trek et le stop. On a entre
600 et 3000 participants en fonction finalement de nos ambitions, en fonction des terrains de jeu sur lesquels on va aussi aller. Parce que parfois on a des coins qui ne permettent pas de passer à plus de 2 ou 3000 personnes. Et donc voilà, on va un peu dans les 4 coins de la France pour parcourir les différents territoires que nous offre la France et on essaye de faire découvrir à travers la pratique du vélo. On va appeler le maître de cérémonie pour conclure à ce moment-là. Emmanuel. Ah. Non, c'est lui le vrai maître de cérémonie. Là. Oui, mais... Ah oui, oui, bravo. Merci Gérard, merci à vous d'avoir évidemment éclairé nos lanternes sur les vélos et l'événement et territoires. Je vous remercie à vous d'avoir participé, vous étiez plus de 400 à la journée, à nous avoir accordé du temps et à venir écouter les 40 intervenants et plus. Évidemment, on se félicite que ce rendez-vous soit un succès annuel et on espère vous retrouver dès l'année prochaine. Alors avec un petit point sur l'année prochaine, bien sûr, c'est que ça sera effectivement la 10e édition de cet héritage. Donc on concoctera un programme assez particulier. Donc voilà, et néanmoins, je sais que c'est un petit peu l'exercice obligé, mais sincèrement, je tenais quand même à remercier un certain nombre de personnes, à commencer par nos partenaires clés, qui sont la métropole de Grenoble, qui sont l'Isère, qui sont Oratorisme, également aussi Écologique et Woolmark, qui sont sur les autres ateliers, et également tout particulièrement aussi mon équipe avec qui on a monté cet événement et qui a beaucoup travaillé. Voilà, bon, je pense à Baptiste qui a eu quelques nuits blanches, à Émilie, à Marianne. Merci à Gérard pour l'entrain que tu donnes à toutes nos animations. Et bien sûr, merci à Pierre aussi pour animer cette belle journée. Voilà, j'espère que vous avez été contents et surtout intéressés et que vous avez appris beaucoup de choses. Voilà, merci et donc à l'année prochaine. Et évidemment, on vous attend pour le cocktail. Voilà.